institution de l'UNESCO et qui désormais est engagée dans d'autres cercles de responsabilité, puisque elle est chargée de cours à l'École du Louvre, chercheur associé à l'UMR Héritage à Cergy, et son domaine d'expertise est l'histoire intellectuelle et politique du patrimoine international. Donc, elle pourra nous apporter quelques éclairages sur comment ces questions-là vivent dans l'arène ou dans le cercle international. À ma droite, Aurélie Clément-Ruiz, qui est directrice du Musée de l'Homme depuis le 1er avril 2022 et première femme à diriger cette institution au sein du Muséum national d'histoire naturelle, historienne de l'art spécialisée sur le monde arabe. Elle est diplômée de l'École du Louvre, directrice des expositions à l'Institut du monde arabe pendant plus de 8 ans. Elle a été commissaire de nombreuses expositions et donc son projet, bien évidemment, est d'ouvrir les institutions culturelles à tous les publics mais aussi à de nouvelles pratiques, une approche pluridisciplinaire de projet. Et en visio, nous avons Géraldine Goffaut, donc, qui est professeure de droit privé à l'Université d'Orléans et membre du Centre de recherche juridique Potier au sein de cette même université. Elle est co-responsable du Master de droit du patrimoine culturel. C'est dans ce cadre-là que j'ai collaboré avec Géraldine à l'Université Paris-Saclay, faculté Jean Monnet à Sceaux. Et puis, elle est aussi responsable du Master Marché de l'art à l'École du Louvre. Elle est également chercheur associé dans d'autres institutions. Et ses recherches et ses enseignements portent sur le droit des affaires, notamment sur le droit des sociétés, mais également sur la propriété intellectuelle et sur le droit du patrimoine culturel et artistique, et notamment sur la question sur le droit de marché de l'art, des œuvres et du mécénat. Et donc, elle a également mené des recherches sur la relation entre éthique et patrimoine culturel, et c'est à ce titre, bien évidemment, que sa présence nous est précieuse. Donc, quant à moi, je suis chercheur à l'Institut des sciences sociales et politiques et travaille sur les thématiques du droit de la culture et du droit du patrimoine. Et donc, on va croiser à la fois des questions de déontologie et des questions de droit, et j'aurais tendance à dire des questions de droit dur, me semble-t-il, puisque si j'ai relevé ce matin des propos des intervenants qui nous ont précédés, où il était fait référence, et c'est Elisabeth Joly-Chimel qui a parlé. Elle s'est référée au cadre juridique qui nous a invités à être plus vertueux sur le plan déontologique. Donc, et un peu plus loin, elle poursuit en parlant de l'encadrement juridique qui est le socle de la diffusion et de la médiation. Donc on voit que le droit est appelé à la rescousse en quelque sorte, hein, et même Steve Bourget tout à l'heure nous a parlé de liberté d'expression. Ça c'est bien une question juridique, c'est bien celle-là. Il nous a parlé d'honnêteté. Bon, je peux dire que ça clignote moins fort sur le terrain du droit, encore que. Et puis, il nous a parlé de moralité. Donc, les juristes ont tendance à mettre la morale un petit peu à distance, parce qu'on confond très souvent le droit et la morale. Donc, la morale est souvent le ciel des émotions. Voilà. Et donc, le droit est plus clinique, plus froid peut-être. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est dans ces ambivalences entre déontologie et droit, finalement, qu'on va situer le propos. Donc, juste quelques mots d'introduction pour essayer de se poser un cadre. D'abord, la déontologie, c'est quelque chose qui est très ancien, qui nous vient du 18e, qui nous vient des Anglais, notamment de Jeremy Bentham, qui nous dit comme art, c'est faire ce qu'il est convenable de faire, comme science, c'est connaître ce qu'il convient de faire en toute occasion. Et donc, on voit que la déontologie, finalement, c'est la manière dont une profession, c'est comme ça qu'on l'a construit, finalement, dans notre système juridique institutionnel, c'est la manière dont une profession s'autorégule. C'est-à-dire que certains auteurs ont dit c'est un chevauchement du droit et de la morale. Vous voyez, donc là, on mêle les deux et la profession adopte ses propres règles, et en considérant que ces règles-là vont occuper une position hiérarchique dans la conduite d'une activité professionnelle. Et donc, bien évidemment, pour les professionnels des musées, ça va être le code de déontologie de l'ICOM, qui va être un des points, et non pas le point absolu, mais un des points
de référence dans cette fameuse conduite professionnelle. Donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est l'idée d'avoir un point de référence. Hein. Alors, après, la question, c'est que, est-ce que finalement la déontologie suffit à elle-même pour gouverner les questions qui nous ont animés depuis hier? Alors, il y a une juriste, Valérie Cabrol, qui a observé depuis quelques années, nous dit-elle, une production frénétique de codes de déontologie dans une grande variété de secteurs professionnels, et elle nous dit ça laisse prospérer l'idée selon laquelle l'engagement d'une profession ou d'une corporation à respecter une éthique rémunirait contre des écarts ou des comportements répréhensibles. Vous voyez bien, voilà, on se délivre un certificat de légitimité. Hein. C'est un petit peu cette question-là. Donc la déontologie ne répond peut-être pas à tout. Et le Conseil d'État, je suis désolé Philippe de rappeler des propos du Conseil d'État sur la déontologie. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, bon, il y a plus de 30 ans maintenant, mais le Conseil d'État nous dit la déontologie, mais c'est un droit mou, un droit flou, un droit à l'état gazeux. Vous voyez, donc on sent que chez les juristes, voilà, déontologie, on regarde ça avec une espèce de retrait, en quelque sorte. Alors, pourquoi on regarde ça avec retrait? C'est parce qu'en fait, le droit propose déjà des points de référence pour aborder les questions qui nous ont animés depuis hier. Ces points de référence, c'est finalement, alors, il y a une question qui était présente, qui a encore été présente aujourd'hui, c'est la question de la liberté. Alors, la liberté, alors, on a tous une idée de ce qu'est la liberté. Et évidemment, je viens de quoi. Mais ne pensez pas que les juristes n'ont pas d'idée sur la liberté. Hein. Les juristes savent effectivement définir, alors c'est peut-être effectivement là où il faut se méfier parfois, hein, mais, et donc, mais c'est une notion, vous voyez bien, qui va être un petit peu plastique. Et donc, si on regarde des auteurs anciens, c'est parfois, pour ce recul, c'est parfois intéressant, c'est Montesquieu dans l'Esprit des lois qui nous dit « Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations et qui ait frappé les esprits de toutes les manières que celui de liberté. » Voilà. Et donc, chez les juristes, ça va être la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la liberté de création. Et on voit bien que cette fois-ci, on va charger ces notions-là de manière de principe, ou tout au moins de limite, d'un périmètre. On va laisser dans un périmètre de ce qu'il est possible et pas possible d'accomplir. Et finalement, pour définir ce périmètre, les juristes vont convoquer une autre notion qui est la notion d'ordre public. L'ordre public, c'est l'éternel problème, nous dit Fresneau, qui était contemporain de Lamartine, c'est l'éternel problème de la conciliation du droit de l'individu avec le droit de la société. Je pense que là, tout est à peu près dit, en quelque sorte. Et donc, il nous dit, c'est la conciliation de l'ordre avec la liberté. Alors là, vous voyez, on est vraiment dans ce vis-à-vis, évidemment, de maintien, de mettre un bouclier pour qu'il soit, justement, ce bouclier, une espèce de garantie effective de l'exercice des droits. Et donc, si je devais définir ce qu'est l'ordre public, c'est qui est quand même très compliqué, c'est finalement, on comprend l'ordre public à travers des notions de sécurité, de salubrité, de tranquillité publique. Ça, voilà, tout le monde est d'accord avec ça. Mais au-delà, c'est bien, l'ordre public, c'est bien la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public dans lequel s'exercent précisément ces libertés. Et vous voyez bien que finalement, l'ordre public va poser finalement un périmètre à l'intérieur duquel on va pouvoir exercer ces fameuses libertés d'expression et libertés de création. Mais comme c'est une notion finalement qui peut vous sembler un peu flottante, on va en droit regarder ce que le juge en dit.
Et donc, c'est les jurisprudences qui ont été citées notamment hier, dans l'affaire de l'exposition Cannes, où, voilà, c'est-à-dire effectivement, jusqu'où peut-on admettre la liberté d'expression et de création? Est-ce que finalement, les thématiques abordées, les représentations qui sont faites, portent-elles atteinte ou pas à ce fameux ordre public? C'est-à-dire qu'il y a une espèce effectivement d'horizon de ce que la société admettrait ou n'admettrait pas en matière de représentation qui peuvent choquer certaines parties de la population. Et donc, ce qui veut dire que ce qui choque les uns ne va pas choquer les autres. Et donc, c'est cette conciliation, finalement, cet arbitrage entre des intérêts. Et donc, pour ne pas prendre davantage de temps sur la table ronde, je dirais que finalement, quelle est la fonction du droit dans ce registre-là, dans les questions qui nous occupent? C'est ce que finalement, c'est peut-être ce que nous disait le doyen Auriou sur la fonction du droit, qui est de constater des armistices sociaux et de mettre en place finalement l'ensemble des référents ou l'ensemble des points d'équilibre qui nous permettent de nous reconnaître dans une société à un instant donné. Et donc, ce qui veut dire que le droit est aussi un produit de la société. Et donc, pour aborder ces questions de rapport finalement entre déontologie, éthique et droit, je vais d'abord peut-être proposer à chacune de nos intervenantes de nous exprimer en quelques minutes, un peu plus de 5 minutes, comment ces questions d'éthique, de droit, de liberté d'expression, de liberté de création résonnent-elles dans leur pratique professionnelle. Je commence. Allez, Je sens que... Aurélie. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je ne suis pas juriste. Je dirige un musée où, eh bien, ce qu'on appelle œuvres sensibles ou objets sensibles, j'en ai beaucoup. Puisque au Musée de l'Homme, nous avons une collection d'anthropologie biologique, très joli nom pour dire en fait que ce sont des restes humains. Donc effectivement, ces objets sensibles, on en a beaucoup dans nos collections et je vais peut-être déjà commencer par expliquer pourquoi nous avons ces collections. Le musée de l'Homme est un musée ancien puisque, pour refaire très rapidement l'historique du lieu, c'est un musée qui naît à la fin du 19e siècle, en 1882, et qui s'appelle à l'époque le musée d'ethnographie du Trocadéro. Il deviendra le musée de l'Homme officiellement en 1937, sous l'impulsion de Paul Rivet, qui avait pris la direction du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1927. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, qu'il va y avoir un transfert des collections d'anthropologie biologique qui étaient au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, au Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement, vers le Trocadéro, où se trouve ce musée. Et c'est intéressant puisqu'en fait, à ce moment-là, eh bien, ces collections, elles sont dans ces collections du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, on a aussi bien des animaux, de la flore et de l'humain. On est dans cette idée de catalogage du vivant, d'étude du vivant au sens large. Et donc, finalement, l'humain, que ce soit des restes fossiles ou plus récents, eh bien, intègre les collections, font partie de ces collections nationales. Donc, il y a ce transfert de collections qui a lieu avec la création du Musée de l'Homme, où elles sont encore conservées aujourd'hui. C'est pas anodin d'avoir effectivement séparé à un moment donné des collections d'anthropologie biologique du reste du vivant. Aujourd'hui, le Musée de l'Homme est encore l'héritier finalement de cette séparation, même si aujourd'hui on peut le définir à la fois comme un musée d'anthropologie et comme un musée de préhistoire, parce qu'on a aussi également une grosse collection de préhistoire avec des restes fossiles humains, pas que, hein, on a aussi plein d'autres objets en collection de préhistoire, mais aussi des fossiles humains. Pour vous donner une idée de la taille de cette collection, on a à peu près, je dis à peu près, je vais vous expliquer pourquoi, 30 000 entrées dans cette collection d'anthropologie biologique. À peu près parce que ça dépend comment on compte, encore une fois, hein, dans les inventaires, on le sait tous.
puisque au cours du temps, il peut y avoir effectivement un squelette entier qui va avoir un numéro d'inventaire ou simplement un crâne ou une mandibule. Enfin, on a vraiment différents types de catalogage possibles. Donc, on est à peu près aujourd'hui à 30 000 entrées. Et pour vous donner quelques chiffres sur ces 30 000 entrées, il faut savoir qu'on a à la fois des squelettes, des momies, mais également des collections de peau, des collections de cheveux. Donc, on a vraiment différentes typologies dans cette collection d'anthropologie biologique qui, a priori, rentrent toutes dans notre catégorie de objets sensibles. Et puis, dans ces 30 000 entrées, on a à peu près 37% de ces collections qui sont des collections françaises. On a 11% de collections européennes en dehors de la France, 10% qui proviennent d'Afrique, 19% des Amériques, 10% d'Asie et 13% d'Océanie. On voit bien qu'on est aussi des collections qui couvrent l'entièreté de la planète. Et la difficulté qu'on a sur ces collections, c'est qu'aujourd'hui, seulement 3% de ces collections sont des restes qu'on appelle nommés. C'est-à-dire qu'on arrive plus ou moins à les identifier. Nommer, ça ne veut pas dire qu'on sait qui était la personne, ce serait trop simple. Ça, c'est à peu près 0,5% qui ont réellement un patronyme. Les 3% de nommés, c'est qu'on arrive à peu près à les identifier. On pourrait avoir, par exemple, jeune fille des Aurès. C'est ce type-là d'identification qu'on a sur nos collections. Vous voyez qu'il y a quand même encore un gros travail à faire sur ce sujet-là. Donc voilà un peu pour la partie musée de l'homme. Je pense qu'on en reviendra, mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment une collection qui s'est constituée au fil du temps, beaucoup au XIXe siècle, dans cette idée du muséum de cataloguer le vivant, de cataloguer vraiment avec une approche de sciences naturelles, l'humain au même titre que les autres espèces. Et donc, ces collections sont vraiment les héritières directes de cette approche. Sur les objets sensibles, je vous fais part aussi de mon expérience précédente, puisqu'avant d'être au Musée de l'Homme, j'étais à l'Institut du monde arabe. Alors là, à l'Institut du monde arabe, dans les collections, on n'a pas vraiment d'objets sensibles. Ça va, tout va bien. A priori, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt les sujets sensibles et pas les collections. C'est aujourd'hui traité en lien avec le monde arabe de questions politiques, de questions religieuses, de questions sociales, avec parfois, effectivement, un débat politique qui vient heurter des sujets historiques, artistiques, patrimoniaux. Ça, je pense qu'on pourra aussi en reparler. Mais quand on parle d'objets sensibles, on l'a dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, eh bien, ça peut être aussi des caricatures, des dessins de presse. Ça peut être en fait finalement des objets patrimoniaux qui pourraient ne pas forcément être considérés comme sensibles, mais qui à un moment donné, dans le temps et dans l'espace, le sont devenus. Et c'est ça qui est extrêmement important, je pense, c'est comment finalement on définit ces objets sensibles selon le moment, selon le lieu où on se trouve, et on voit bien que ce relativisme historique, pour reprendre le terme de Steve Bourget, il est aujourd'hui extrêmement fort et qu'on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose d'extrêmement prégnant, je pense qu'on en reparlera. Je ne serai pas plus longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Isabelle, je peux te... Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je ne suis ni juriste et je ne travaille pas dans un musée, donc ouais, double difficulté pour me situer sur cette thématique, mais aussi ça peut-être l'intérêt d'apporter un point de vue à la fois international, ce qui se passe dans la sphère internationale, et de réfléchir en commun à partir des problématiques qui ont été évoquées, comment la sphère internationale répond ou ne répond pas
à cette question des objets sensibles. Alors, on ne parlera pas d'objets sensibles, plutôt de lieux sensibles qui nous parlent de sites du patrimoine, encore que il y a aussi toute la question du patrimoine immobilier qui est traitée à travers certaines normes gérées par l'UNESCO. Donc, pour introduire le chemin intellectuel que j'ai parcouru pour essayer de construire une présentation dans ce débat, je me suis bien évidemment demandé d'où je vais parler pour débattre de cette question des objets sensibles, de l'exposition, et m'est apparu plus simple, non pas de débattre de manière un peu théorique et intellectuelle, mais de m'appliquer à moi-même cette question de la sensibilité, de la réaction par rapport à des lieux ou des objets sensibles, et donc de m'interroger sur ce qui, dans ma pratique professionnelle, et je remercie la structure de ce colloque, des colloques, c'est-à-dire de coupler le retour d'expérience avec des développements théoriques, donc de m'interroger sur ce qui avait pu heurter justement ma sensibilité, ou je dirais plutôt mon registre de valeurs, qui aurait pu heurter mes propres valeurs. Parce que je crois que dans cette question de l'exposition des objets sensibles, il y a une question centrale qui est la question des valeurs. De quelles valeurs parle-t-on? Quelles valeurs partage-t-on? Et ce que j'ai pu constater au cours de mon expérience professionnelle, les 30 années passées à l'UNESCO, c'est qu'il y a eu une valeur qui s'est imposée de manière axiomatique, axiologique, je dirais, paradigmatique, pour reprendre des mots savants, c'est la diversité culturelle. Cette diversité culturelle, elle a d'une manière conduit à une fragmentation, une multiplication des récits, et donc elle est d'une certaine manière responsable, entre guillemets, pour simplifier, de cette question qu'on se pose aujourd'hui vis-à-vis des objets sensibles. Et prolongation de cette valeur de diversité culturelle, s'est posée à l'UNESCO la question de comment on gère, comment on gouverne des valeurs plurielles, comment on peut concilier des points de vue qui sont différents. Et donc, j'ai observé au cours de ces années une tension très forte entre, d'une part, un pluralisme de valeurs que des juristes peuvent décrire comme un pluralisme ordonné. Je réfère à Myriel Delmas-Marty, quand, à partir d'un socle commun de valeurs, on décline chacun dans son droit ces valeurs communes, comment on les adapte, et que c'est sur cette base-là que l'on s'entend. Et donc, tension entre des valeurs plurielles, un pluralisme ordonné qu'on tente d'ordonner, et d'un autre côté, une fragmentation infinie des valeurs, où sa propre valeur devient autoréférentielle. Et je crois qu'il était tout à fait juste, en ouverture de ce colloque, que Claire Barbillon rappelle l'importance des réseaux sociaux, où on sait très bien que les algorithmes construisent des communautés de valeurs entièrement fermées. Et dans ce cas, il n'y a plus de socle commun de valeurs. Donc, première question, comment tenir ensemble un socle de valeurs communes? Alors, bien sûr, l'UNESCO y a répondu en construisant ces grandes représentations que sont les patrimoines, les diverses formes du patrimoine de l'humanité, que ce soit donc typologiquement, variété typologique, valeurs plurielles, avec le patrimoine immatériel, le patrimoine mondial. L'UNESCO a un temps pensé à faire une convention sur les biens immobiliers, donc attachés au musée. Il ne s'y est pas engagé. Donc, ces conventions, elles forment, je dirais, une sorte, enfin, vous avez fait référence, on l'appelle souvent du soft law, ou du droit global, du droit mou. Mais donc la question que je me suis posée, c'est
c'était le deuxième temps de l'interrogation. Est-ce que la question de la table ronde, du droit, du cadre juridique à la déontologie, est-ce que ça pouvait correspondre à répondre d'une certaine manière à cette tension très forte entre les valeurs que j'ai observées? Donc je me suis interrogée dans un... Qu'est-ce que ça dit de cette thématique du cadre juridique à la déontologie? Déjà, ça décrit un mouvement, ça décrit une direction, c'est-à-dire on part du droit et on en déduit une déontologie. Vous venez de l'expliquer, Vincent. Néanmoins, est-ce que cela est vrai? Oui, dans une certaine mesure. On a pu constater que la Convention de 1970, l'interdiction du trafic illicite, a généré une réflexion dans les musées, une réflexion déontologique, puisque les premiers textes relatifs à la provenance, au mode d'acquisition des objets de musée, c'est 1974. Donc oui, qu'on est allé du droit à la déontologie d'une certaine manière. Mais d'une autre manière, est-ce que cela suffit? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que simplement du droit et de la déontologie, puisqu'on a pu constater qu'il a fallu, c'est pas, je dirais, une direction constante qui évolue de manière très harmonieuse, puisqu'il a fallu plus de 20 ans, si ce n'est 30, pour avoir les premières législations NACPRA ou Human Tissue Act sur les restes humains. Et quasiment 20 ans après, pour avoir les premières lois relatives au retour des biens coloniaux. Donc, double question sur cette circularité, cette direction du droit à la déontologie. Est-ce que ça fonctionne? Et deux, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et il me semblait qu'il fallait réinviter, mais vous l'avez déjà fait, Vincent, réinviter dans cette problématique générale la question de l'éthique. La question de l'éthique qui n'est pas forcément attachée à un cadre juridique, pas forcément attachée à une déontologie, mais qui se réfère aux valeurs communes, aux valeurs propres que nous, en tant que professionnels du patrimoine, nous pouvons adopter. Voilà. Et c'est ce qui, à mon sens, est le meilleur, un moteur premier, un registre singulier, pas forcément attaché au droit ou à la déontologie, mais un registre singulier, à la fois individuel, personnel et institutionnel, qui permet de résoudre d'une certaine manière ces tensions entre valeurs fragmentées et valeurs communes. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces premiers mots. Géraldine, la transition un peu trouvée, puisqu'il y a des questions d'éthique, donc je te passe la parole. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je suis désolée pour ma voix puisque j'ai un énorme rhume, donc j'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Alors la difficulté aussi ici est qu'il est 6 h du matin et que le jour se lève à peine, donc merci de m'avoir fait lever si tôt. En fait, je n'ai pas pu assister au reste du colloque pour des raisons évidentes de décalage horaire. Je vais essayer de répondre efficacement à cette première question qui est déjà de savoir peut-être d'où on parle. Vous l'avez compris, je suis juriste, je suis enseignant-chercheur et Vincent l'a mentionné, je suis rattachée au CRJ Potier, Centre de recherche juridique Potier à Orléans, qui est un laboratoire de recherche qui travaille sur les normes de façon générale, donc pas seulement sur les règles de droit, puisqu'on fait une différence entre les règles de droit qui sont obligatoires et les normes qui ont différents degrés, on va dire, de normativité et donc d'application, et justement sur les questions des articulations. Et donc, mon point de vue sera essentiellement théorique, même si, évidemment, et un petit peu comme Isabelle, je me pose aussi la question en tant que usager des musées, puisque c'est comme ça que je suis censée me qualifier. Le sujet est extrêmement complexe et vous êtes dans une salle où on a organisé en octobre 2015 un grand colloque de 2 jours qui s'intitulait Éthique et patrimoine culturel. Et je ne suis pas sûre qu'au bout de 2 jours, on ait réussi à résoudre toutes les questions. Donc, je ne sais pas si on va avancer encore plus aujourd'hui sur ces tables rondes, mais
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable complexité du sujet et je vais repartir de ce que Vincent a expliqué tout à l'heure, puisqu'on est vraiment entre toutes les questions de liberté qui sont essentielles et puis un ordre public qui est essentiellement un ordre public de protection, puisqu'il y a beaucoup de droits, en général on s'en plaint, beaucoup de normes, mais il y a cette idée que finalement ces normes ont un but précis qui est celui de protéger. Alors, pour ce qui est des libertés, elles sont là encore extrêmement nombreuses. Donc, on a effectivement la liberté d'expression qui a été évoquée tout à l'heure et qu'on retrouve dans tous les textes internationaux. On a aussi, depuis juillet 2016 en France, une liberté clairement affirmée de liberté de création et surtout de diffusion de la création qui, à mon sens, est importante, ce qui voudrait dire que les artistes sont extrêmement libres, mais cette liberté de diffusion s'adresse évidemment aussi aux professionnels des musées. Alors pour moi, il y a aussi des questions liées à tout ce qui est éducation et médiation qui relèvent là aussi d'un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux. Et il est vrai qu'en tant qu'enseignant-chercheur, je suis extrêmement attachée, moi, à la liberté scientifique et à la liberté académique qui me semble essentielle. Alors, si on reste dans le champ des libertés, c'est vrai que la difficulté, et elle arrive assez régulièrement, c'est de concilier plusieurs libertés, puisque vous avez souvent plusieurs libertés qui peuvent être en présence. On peut par exemple concilier la liberté d'expression avec de l'autre côté la liberté de manifester d'un certain nombre de personnes. Et on l'a vu dans des musées, je pense notamment en termes de défense d'intérêts écologiques. Et donc dans ce cas-là, comment on peut concilier la liberté du musée d'organiser, de diffuser un certain nombre d'objets ou d'avoir un propos scientifique particulier, et de l'autre côté, des usagers ou des citoyens qui ont envie de manifester leur opposition par rapport à un certain nombre de convictions. On a évoqué les caricatures tout à l'heure. Là, on a vraiment le choc de deux libertés d'expression et de savoir comment, effectivement, on va pouvoir gérer cela. Il y a des questions de dignité humaine aussi, alors la dignité humaine est un concept assez délicat à envisager. Alors, il y a des solutions, hein, je vous mets tous les problèmes, mais il y a quand même des solutions, mais qui sont assez complexes. Le juge fait souvent ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité quand on a plusieurs droits ou plusieurs libertés en présence. Eh bien, il faut arriver à essayer de trouver un moyen d'articuler cela, et le juge le fait, et le juge le fait de plus en plus. Du côté de la protection, là, les choses sont assez complexes aussi parce qu'il y a beaucoup de protection. Il y a évidemment toute une série de textes. Alors, je ne vous ai pas mis des numéros de texte parce que c'est assez lourd en général, mais on a des textes qui protègent contre l'incitation à la haine, qui protègent contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations. On a aussi de la protection contre les troubles à l'ordre public, c'est-à-dire que quand on évoque l'ordre public, on l'évoque par les troubles à cet ordre public, ce qui fait qu'on définit rarement l'ordre public en lui-même, mais l'ordre public en creux, c'est-à-dire quand il y a une atteinte à cet ordre public. Et Vincent a rappelé la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, mais effectivement, en termes de contenu, c'est extrêmement difficile à dégager. On parle aussi de textes particuliers pour tout ce qui est protection de la jeunesse et qui sont évidemment importants. Et puis, la question de la protection des communautés que l'on voit apparaître, mais qui, pour le juriste de pur droit français, est assez délicat à appréhender, puisqu'on est dans une république où on essaye de considérer que tous les citoyens sont égaux et qu'on est tous évidemment partie d'une même communauté. Et donc, cette idée de communauté n'est pas tout à fait classique, habituelle dans le cadre du droit français. Alors on peut envisager aussi de la protection de la société dans son ensemble, et c'est vrai que la question du principe de laïcité est une question essentielle, et on l'a rappelé tout à l'heure avec les questions qui peuvent se poser par exemple pour l'Institut du monde arabe. Alors tout ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de grands principes, mais finalement quand on s'attache à décortiquer la boîte à outils juridique,
c'est vrai que finalement, il y a assez peu de dispositions spéciales, c'est-à-dire des solutions qui vont nous donner directement des solutions toutes faites. Donc, pas de loi spéciale, ça ne veut pas dire qu'il y a un vide juridique. Je dirais que même au contraire, il y a un trop-plein juridique et en tout cas une difficulté à cerner finalement les obligations des uns et des autres. Pour tout vous dire, hier, je me suis repenchée dans le Code du patrimoine, spécialement dans la section sur les musées, et j'ai décortiqué, et effectivement, rien n'est dit sur des objets sensibles. Alors, on peut faire des parallèles ou des interprétations par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas de règles vraiment directement utilisables, et c'est là que se fait toute la difficulté du sujet. Et donc, au regard de cette difficulté déjà en droit interne, plus toutes les difficultés au niveau international qu'Isabelle Anatole-Gabriel a pu rappeler, eh bien, c'est vrai que finalement, l'outil de l'éthique, l'outil de la déontologie peut paraître un outil extrêmement pratique, c'est-à-dire de s'entendre sur un dénominateur commun qui est peut-être moins poussé, mais peut-être plus simple à comprendre aussi, et donc plus simple à mettre en œuvre. Alors, dans les différents codes d'éthique et les codes de déontologie, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer qu'on a un certain nombre de dispositions qu'on appelle des dispositions perroquets, c'est-à-dire des dispositions qui ne font finalement que rappeler qu'il faut appliquer le droit. Alors, pour moi, ce sont des dispositions qui ne relèvent en rien de la déontologie, à moi, enfin, en tout cas, c'est un rapport complexe à la déontologie, c'est de se dire il faut respecter le droit. Ça, on n'avait pas besoin d'un code de déontologie pour le savoir, mais ça veut dire que dans un même code, vous pouvez avoir des dispositions qui ont une normativité très différentes, c'est-à-dire certaines qui vont être sanctionnées par la loi et d'autres qui vont être sanctionnées par d'autres moyens. Alors, ces codes de déontologie, on l'a dit aussi, hein, ils sont extrêmement variés et ils ont explosé en nombre ces dernières années, ce qui montre qu'ils ont quand même une utilité et justement permettent peut-être de nous rassembler, de rassembler une communauté et rassembler des professionnels autour d'un certain nombre de valeurs. L'inconvénient, c'est qu'ils ont sans doute une justiciabilité moindre que des textes de loi que l'on peut opposer dans le cadre d'un procès. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'il y a une justiciabilité moindre qu'il n'y a pas de justiciabilité. Pardon. Et je voudrais faire un parallèle qui peut sembler un peu étrange, mais il y a un code de déontologie très précis, par exemple, pour les experts comptables. Et le juge, souvent, se réfère à ce code de déontologie des experts comptables pour considérer que l'expert comptable qui n'aurait pas respecté ce code de déontologie, qui n'est donc pas légal, qui n'a rien de légal, mais en ne respectant pas le code de déontologie de cette profession, eh bien, l'expert comptable commet une faute, et puisqu'il commet une faute, eh bien, cette faute doit être sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, selon les hypothèses où on est. Autrement dit, il y a une faute, qui est le manquement à ce code de déontologie, il y a un dommage, il y a un lien de responsabilité entre la faute et le dommage, et donc il faut réparer le préjudice. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans un code de déontologie que ça n'aura pas d'effet en justice, ça peut fonctionner. Et puis, la dernière chose que je voudrais évoquer sur l'efficacité de ces codes d'éthique ou de déontologie selon les hypothèses, c'est que même s'il y a une faible justiciabilité, il y a quand même des effets prescriptifs qui peuvent être très efficaces à partir du moment où une communauté se retrouve dans ce code, trouve que ce code finalement rassemble véritablement les valeurs de cette communauté, eh bien, il va y avoir tout simplement un sentiment que cette norme doit être appliquée, même si le législateur ne le dit pas. Voilà donc pour cette première approche du juriste qui s'intéresse à la norme dans un cadre qui, vous l'avez compris, d'un point de vue juridique pur, est extrêmement complexe. Merci beaucoup, Valérie, pour ces premiers éclairages. Et en vous écoutant toutes les trois, j'ai peut-être effectivement une première question transversale. Vous avez parlé de la question de la diversité culturelle qui devient la matrice de l'action de l'UNESCO depuis une dizaine d'années, voire un peu plus maintenant.
je vous invite à aller voir sur chez l'UNESCO, le mot patrimoine culturel n'apparaît plus. Hein. C'est la diversité culturelle qui est dorénavant le slogan de ralliement, en quelque sorte, des politiques internationales sur le patrimoine. Et donc, en écoutant également ce que vous avez dit sur la question sur certains objets que vous présentiez, moi, me semble-t-il, il y a peut-être effectivement, et puis parce que aussi, en droit, on a plutôt bien commencé par des questions de définition qui permettent de savoir où est-ce qu'on met les pieds, en quelque sorte. Et puis après, une fois qu'on a défini l'objet, on peut assez facilement se poser la question du droit applicable à l'objet ainsi défini. Mais quand il s'agit donc d'exposer des objets qui peuvent choquer ou qui ont une certaine sensibilité au regard de certains publics, par exemple, est-ce qu'on doit vraiment les exposer? Et dans quelle mesure doit-on les exposer au risque de provoquer un rejet de la part de certaines personnes ou certaines communautés, étant entendu que je mets ça en relation avec la définition du code du musée que propose dorénavant le code de déontologie des LUCOM, c'est-à-dire que les musées doivent être inclusifs et accueillir les communautés. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier ces deux dimensions, à la fois effectivement d'exposition d'objets qui peuvent heurter certaines sensibilités, et puis la nécessité quand même d'accueillir l'ensemble des communautés au sein d'un musée. Je me tourne vers vous. Oui, je m'en doute. Mais c'est pas simple parce que tout ça, c'est très mouvant en fait. Encore une fois, on n'est pas dans la science dure, hein. Et c'est ça qui est complexe. Si on se dit aujourd'hui, on est en France, il y a de moins en moins de musées, par exemple, qui présentent des restes humains. Aujourd'hui, si vous allez visiter la galerie permanente du Musée de l'Homme, vous allez retrouver des squelettes fossiles de la préhistoire, quelques-uns, comme ça. Et sur les restes humains plus récents, sont présentés deux momies, une emmaillotée, l'autre qui n'est pas emmaillotée, qui est la momie Chachapoya, qui est une momie andine du XVe siècle, assez visuellement en tout cas, qui peut être assez effrayante. L'histoire raconte que c'est peut-être cette momie qui aurait inspiré le cri d'Édouard Munch, donc je vous laisse imaginer son visage. Et puis est présenté également dans la galerie permanente le crâne de Descartes. René Descartes est au musée. Aujourd'hui, il y a une réflexion en interne pour savoir est-ce qu'on doit continuer effectivement à présenter ces œuvres qui ont été installées dans le parcours permanent lors de la réouverture du musée en 2015. Tout à l'heure, quand j'ai fait le rapide historique du musée de l'Homme, je ne suis pas allée jusqu'au bout de l'histoire, puisque ce musée il a fermé en 2008, lorsque les collections d'ethnologie et d'ethnographie, qui étaient donc le socle finalement du musée, sont parties majoritairement au musée du Quai Branly, pour l'ouverture du musée du Quai Branly. Donc, il y a eu vraiment une séparation des collections. Donc le parcours a été repensé et le musée réouvert en 2015. 2015, me direz-vous, c'est pas très loin. Mais on se rend compte qu'entre 2015 et aujourd'hui 2024, 9 ans, un monde s'est écoulé. Mais vraiment. Et on se rend compte que finalement, ce rapport qu'on a aujourd'hui à la présentation des restes humains est extrêmement différent. L'une des choses effectivement sur lesquelles on travaille pour changer, c'est très certainement ne plus présenter ces restes humains aujourd'hui. À minima, les restes les plus récents. La question se pose aussi sur les collections préhistoriques. Parce que finalement, ce sont des restes humains comme les autres. J'ai envie de dire, ils sont juste un peu plus vieux. Et on a un peu plus de mal à les identifier, mais voilà. Notre cher ami Cro-Magnon, que nous avons dans nos collections, donc nous présentons le crâne original de Cro-Magnon, qui est un marqueur important dans l'histoire de la préhistoire, il est présenté. Est-ce qu'on doit continuer à le présenter? Aujourd'hui, ces questions-là, on se les pose. Réellement, on n'a pas totalement tranché, je ne vais pas vous mentir, on est vraiment en interne sur cette réflexion de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut montrer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, eh bien, les musées qui ont des collections avec des restes humains ferment leurs salles, rangent leurs restes humains dans leurs réserves et ne les montrent plus au public. Il y a vraiment ce mouvement de
on continue à les conserver. Ça aussi, c'est un sujet. On les conserve, mais on ne les montre plus. Et on les isole, on ne les regarde plus. À l'inverse, il y a quelques années, au Caire a été ouvert en très grande pompe un musée consacré aux momies égyptiennes, où sont présentées une quinzaine de momies pharaoniques de façon très crue. Ceux qui ont visité le musée, je vous assure qu'au bout de la 15e momie, présentée dans le noir, dans sa vitrine, tout en vert, c'est un peu lourd quand même. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, on a compris l'idée. Mais ce musée-là, c'est un musée dans lequel le gouvernement égyptien a beaucoup investi, c'est une très grande cérémonie d'inauguration. Et aujourd'hui, c'est un musée qui est visité par la plupart des touristes qui passent 48 heures au Caire pour aller voir les pyramides et ce musée. Donc, encore une fois, on voit bien que selon où on se place en France, aux États-Unis ou en Égypte, pour ne citer que ces 3 exemples, hein, mais il y en aurait plein d'autres, finalement, on n'a pas le même rapport à ce type d'objet sensible, puisque là, effectivement, encore une fois, je ne parle que des restes humains. Mais c'est intéressant de voir aussi ce différentiel aujourd'hui et ces différents mouvements qui existent à travers la planète. Pour peut-être revenir à votre première question, la question de la déontologie, je vous disais, nous, on y travaille aujourd'hui au Musée de l'Homme et au Muséum national d'histoire naturelle, puisque le Musée de l'Homme est l'un des sites du Muséum national d'histoire naturelle, hein, je vous disais, depuis le rattachement de ses collections en 1938. Et on y travaille parce que justement, on se dit, nous, on hérite finalement de ces collections qui sont là, qu'on conserve. Alors, on a la chance d'avoir un musée qui a été entièrement refait, donc elles sont très bien conservées. Pour le coup, on a vraiment des réserves avec toutes les conditions de conservation optimales pour ce type de collection, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais est-ce qu'on doit se contenter de les conserver, de les étudier, puisque nous avons des départements de recherche au Musée de l'Homme qui travaillent sur ces collections. Donc, ce ne sont pas des collections qui sont oubliées, j'ai envie de dire, dans un coin de nos réserves, mais nos chercheurs continuent à travailler sur ces collections. Et aujourd'hui, c'est vraiment la question de la démonstration qui se pose. Et on a fait le choix, qui est un choix peut-être audacieux, en tout cas, qu'on va assumer jusqu'au bout, d'essayer de répondre à ces questions à travers une exposition qu'on va faire l'an prochain. Voilà, en avant-première. L'an prochain, on fera une exposition autour de notre collection de momies, parce qu'on a beaucoup de momies aussi dans nos collections. Et justement, l'idée de cette exposition, au-delà de montrer des momies, alors des momies de partout dans le monde, hein, parce qu'on a des momies égyptiennes, sud-américaines, asiatiques et françaises, eh bien, c'est justement de questionner la déontologie autour de ces collections. Donc, ce travail que nous faisons nous, en amont, nous, au sein du musée, nous avons envie de le rendre visible aussi pour notre public, et ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure de comment les musées expliquent leur démarche de médiation, mais aussi des démarches déontologiques autour de ces collections. Et donc, on a fait ce choix de prévoir une exposition où on va expliquer notre démarche, où on va expliquer l'origine des collections, on va expliquer pourquoi on les montre, mais aussi on va finalement questionner nos visiteurs sur, finalement, on les conserve, doit-on les conserver? Doit-on les exposer? Que fait-on avec ces collections? Donc on avance, on voit bien pas à pas sur ces sujets, et je pense qu'aujourd'hui, on a, enfin, en tout cas, je me garderai bien d'arriver avec une réponse toute faite sur ces questions qui sont extrêmement complexes, puisque pour la petite anecdote, j'ai encore reçu le mois dernier un courrier d'un monsieur âgé qui souhaitait faire don de son corps au musée. Voilà. Donc, j'ai décliné la proposition, vous imaginez bien. Mais voilà, ça peut encore arriver. Donc, cette question est quand même assez complexe. Merci beaucoup, Isabelle. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, ce qui me vient à l'esprit dans votre réponse, votre question, réponse madame, votre question, Vincent, c'est bien sûr, on dit le on, mais
on voit bien ce qu'il y a au fond, c'est le choix individuel qu'on fait, c'est-à-dire ce qui guide aussi à un moment donné notre décision de quel choix on prend d'exposer ou de ne pas exposer. Donc, ce que je voudrais dire en introduction, avant de partager avec vous un certain nombre d'exemples qui m'ont mise dans cette situation de concilier des choix faits par l'institution et mon ressenti, mon émotion, c'est-à-dire l'accorder avec mon registre de valeurs. Ce que j'aimerais souligner, c'est que bon, ni le droit ni la déontologie ne répondent à la variété, à l'immense panel de questions, de situations dans lesquelles le professionnel du patrimoine se trouve aujourd'hui. Et pour ça, il doit trouver des outils, des moyens, et c'est ce que je vais essayer de montrer à partir de mon expérience personnelle sur des sites du patrimoine mondial, dont certains, dont au moins un a déjà été évoqué ici. Et un troisième exemple lié à la question des retours et des restitutions. Alors, j'ai terminé ma carrière à l'UNESCO au Centre du patrimoine mondial, que j'imagine vous connaissez tous la Convention du patrimoine mondial, le lieu d'hyper-exposition, d'hyper-visibilité du patrimoine. Et lorsque je suis arrivée, on débattait alors d'un site japonais qui s'intitule le site industriel de l'ère Meiji. Et ce site a fait l'objet d'un intense débat politique au moment de son dépôt par le Japon. Pourquoi ? Parce que ce site a été proposé, très soutenu par le premier ministre japonais de l'époque. Il a été d'abord inscrit sur la liste, qu'on appelle la liste indicative, qui est une sorte d'antichambre du patrimoine mondial, et dans un moment politique pour le Japon qui était très marqué par un revirement à droite et même une alliance avec parti très nationaliste, l'extrême droite, et donc le Premier ministre de l'époque, Shinzo Abe, a poussé ce site qui était emblématique de la réussite du Japon, donc un site en accord avec des valeurs un petit peu très nationalistes, néo-impérialistes, pour le dire très franchement. Et ce site, néanmoins, était un site problématique, compliqué, parce que au moment où il est entré dans le tunnel de l'inscription, la Corée a fait valoir le fait qu'il avait été sur les 23 sites qui composent ce site du patrimoine mondial, 23 sites industriels, eh bien, il y avait eu des déplacements forcés dans le cadre de l'occupation par la Corée du Japon. Déplacements forcés de travailleurs dans des conditions qui seraient aujourd'hui, bien évidemment, en infraction avec le droit humanitaire et de nombreux droits. Mais le Japon, pour des raisons politiques, n'a pas cédé, et très naïvement, en arrivant un jour, au moment du comité, je pose la question à des collègues, en l'occurrence le président de l'ICOMOS International, qui est l'organisme professionnel en charge d'évaluer ces nominations, et je lui pose la question, mais bien sûr, l'ICOMOS, donc les professionnels du patrimoine vont prendre position, vont soutenir cette reconnaissance d'un lieu peut-être de patrimoine, mais aussi qui comporte un enjeu mémoriel absolument considérable. Et la réponse qui m'a été faite et qui a heurté mes valeurs, en tout cas heurté ma sensibilité, a été que quand on parlait de patrimoine, on ne parlait ni d'histoire ni de mémoire. Par conséquent, le site a fait l'objet d'une intense tractation strictement politique pour que figure, après son inscription sur la liste du patrimoine mondial, une demande faite par la Corée au Japon de construire un centre d'interprétation qui rendrait compte le mot est important et il doit être souligné, la totalité de l'histoire respective des sites. Voilà. Donc, dans ce premier cas,
j'ai fait le constat que ni le droit ni la déontologie, et là, pour le coup, l'éthique individuelle des professionnels n'avaient pas joué leur rôle, puisque mon registre de valeurs m'aurait imposé, en tout cas encouragé à soutenir cette demande sur cette double site, à la fois patrimoine industriel, mais aussi lieu de mémoire. Le deuxième exemple, qui a déjà été évoqué ici de nombreuses fois, et le grand, bien sûr, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial des 4 sites lieux de mémoire du génocide de Rwanda, qui a été déposé par le gouvernement du Rwanda, par le Rwanda, dès l'année 2012. Je regarde mes notes pour ne pas faire d'erreur. 2019, mais bon, il était là encore dans le pipeline depuis très longtemps. Il a été soumis une première fois en 2019. Et encore, dans mon travail au Centre du patrimoine mondial, j'ai constaté la levée de boucliers des professionnels, mais aussi du staff, du personnel de l'UNESCO, en tout cas du centre, où il était hors de question qu'on inscrive ces sites mémoriaux sur la liste du patrimoine mondial pour 2 raisons. D'une part, ça n'entrait pas dans les catégories de patrimoine négatif qui étaient réservées à 2 sites, Auschwitz-Birkenau et le mémorial de la paix d'Hiroshima, et qui avaient été posés comme 2 repères indépassables et donc indépassés de ce que pouvait être la représentation de la destruction de la destruction, et donc la nécessité de construire une représentation positive autour de valeurs partagées comme le patrimoine. Et donc, il a fallu, là encore, tout un travail de politique, et là encore, un basculement de la géopolitique vers le Sud global, ce qu'on appelle la voie du Sud global, pour que la demande portée par le Rwanda soit entendue, et que très récemment, en 2023, on puisse inscrire ce site sur la liste du patrimoine mondial. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire que parmi les lieux de trauma, de grands traumas dans l'histoire de l'humanité, le trauma d'une histoire européenne ne pouvait pas être mise en parallèle avec un autre trauma, avec une autre histoire traumatique, et que donc cette question de valeurs plurielles n'avait pas de place dans la Convention du patrimoine mondial. Voilà, donc là encore, j'ai été heurtée par ce refus à la fois des professionnels et par de l'institution de reconnaître l'importance d'inscrire ce site, ce seul site africain, lieu de mémoire africain, sur la liste du patrimoine mondial. Le troisième exemple, qui à la fois plus loin dans le temps et plus proche du monde des musées, c'était lorsque j'étais à la fois, je dirigeais la revue Muséum International et j'étais secrétaire du comité intergouvernemental pour le retour et la restitution des biens culturels. Et là, c'était dans les années 2006-2007, il y a eu un momentum, une fenêtre de tir, pour être parfaitement triviale, qui a été ouverte avec la question de toute la discussion autour du retour des têtes maoris, et fort d'une part de tout ce qui avait été fait en ACPRA, la législation sur les restes humains, bien évidemment pour la France, soutenue par les lois bioéthiques de 1994. D'un autre côté, toutes les questions de trafic illicite qui commençaient tout de même à être normalisées, en tout cas parfaitement partagées par tout le monde, y compris la France, avec une droit. Et il y avait une fenêtre de tir où on pouvait commencer à débattre
de ce que ces deux dimensions, la dimension mémorielle et patrimoniale pour les pays qui ont été privés de leurs biens culturels, et une autre dimension là, du registre du valeur, du registre théorique, qui est l'universalité des grands musées. Et donc, nous avions organisé un débat à l'UNESCO qui réunissait à la fois les représentants, et peut-être tu peux passer voilà, qui réunissait des personnes que vous allez tous reconnaître, le directeur du British Museum, le directeur de l'Ermitage et le directeur du Louvre, donc Neil MacGregor, Henri Loiret et Mikhail Piotrowski. Donc ces trois responsables d'institutions universelles avaient accepté de débattre avec des représentants des pays sources, Alain Godounou, aujourd'hui à Cotonou, mais aussi Antonio Valdés, un archéologue mexicain, toute une série donc de représentants de pays qui réclamaient le retour des œuvres. Ce débat a fait l'objet, c'est la première fois, je crois que ces directeurs venaient à l'UNESCO. Ce débat a fait l'objet d'une couverture de presse, d'un côté un peu sarcastique, de l'autre côté un petit peu. Enfin, il y a des choses qui se passent à l'UNESCO, mais à la fin, l'UNESCO n'a pas continué, poursuivi ce dialogue engagé autour de la possibilité de retour des œuvres, non pas parce que les pays sources n'ont pas soutenu, mais parce que certains pays européens, et pas les pays présents, pas la France, pas la Grande-Bretagne, ont soutenu le fait que les pays véritablement spoliés n'étaient pas les pays sources, mais eux-mêmes, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce. Donc il y a eu, là encore, la géopolitique s'est réinvitée dans cette question possible sur l'ouverture d'un dialogue entre pays sources et pays détenteurs, et il a fallu attendre 20 ans avec le rapport Sarr-Savoy pour que l'UNESCO se réorganise, un grand colloque auquel je crois que vous avez participé, Vincent. Donc voilà, tous ces exemples pour montrer que à un moment donné, j'ai mis en place l'institution a heurté mon registre de valeurs, et qu'il m'a semblé, et c'est je crois la deuxième attente de cette table ronde, on pouvait avoir des développements théoriques sur ces retours d'expérience. Et ce développement théorique, pour moi, il a été d'investir cette réflexion sur l'éthique en marge de la déontologie et du droit dans la formation et dans l'enseignement. Et donc, avec la confiance d'Anaïs Chatin et de Claire Barbillon à l'école du Louvre, nous avons, avec mes collègues Anne-Solène Roland et Lise Mess, construit le parcours sur la recherche de provenance d'une manière qui, et Géraldine pourra aussi donner son point de vue, puisqu'elle y contribue, nous avons choisi de construire ce parcours sur la recherche de provenance qui comporte donc tous les mots qu'on a évoqués au cours de ces 2 journées, les objets sensibles, recherche de provenance et enjeux internationaux. Nous avons choisi de réarticuler la production des savoirs scientifiques autour d'un axe qui est l'axe éthique, puisqu'il y a 4 grands séminaires dans ce parcours de recherche de provenance. Un séminaire consacré au droit, on a vu, c'est fondamental dans cette question, un séminaire consacré à la biographie des objets, un autre consacré aux acteurs et réseaux, et un séminaire consacré justement à l'éthique, avec 3 volets, un volet juridique, un volet économique et un volet plus d'histoire de la naissance de l'éthique. Alors, je voulais juste terminer en reprenant un mot qui a été énoncé par Charles Parsonnaz à l'ouverture de ce colloque, qui est celui de confiance. Personnellement, si je peux donner cette note personnelle, la confiance, elle ne s'établit pas avec le public, la confiance, elle s'établit pour moi avec les jeunes générations, c'est-à-dire vous qui êtes dans la salle, parce que c'est vous qui allez avoir
à gérer ces questions extrêmement complexes, à la fois juridiques, à la fois déontologiques et à la fois éthiques, de l'exposition des objets sensibles. Voilà, j'imagine qu'on aura l'occasion d'approfondir ces quelques remarques. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces éclairages internationaux qui sont bienvenus dans notre débat. Géraldine, souhaiterais-tu ajouter quelques mots sur cette question-là? Merci. Oui, quelques mots, je vais essayer d'être brève. Dire qu'effectivement, le juriste est un petit peu obsédé par les définitions, hein, c'est un petit peu notre cœur de métier, et puis plus spécialement aussi par les qualifications juridiques, c'est-à-dire que le juriste adore ranger une question, un objet dans une catégorie juridique, parce qu'une fois qu'on a qualifié l'objet, on sait quel régime juridique va pouvoir s'appliquer. Et ça, c'est très rassurant pour le juriste de savoir qu'il y a un régime juridique. Alors, par rapport à cette question des biens sensibles, qu'est-ce qu'un bien sensible? On voit tout de suite ce qu'est un bien sensible, et Isabelle l'a rappelé, il y a ce master provenance, et avant ce master provenance, il y avait déjà un module dans le master marché de l'art qui est un module d'ouverture et qu'on partage aujourd'hui, qui s'appelle biens sensibles et biens spoliés. Donc, on voit très bien ce que sont les biens sensibles, et les étudiants, les élèves de l'école sont très... très imaginatifs et sont très curieux, et donc nous trouvent beaucoup d'objets sensibles, donc on en trouve beaucoup. Et c'est vrai que ces biens sensibles ne sont pas une qualification juridique. J'ai trouvé une qualification juridique de bien sensible, elle est issue d'un règlement européen du 22 juin 2000, et en fait ce sont des biens technologiques sensibles qui ne doivent pas être exportés. Autrement dit, ça n'a strictement rien à voir avec nos affaires. Donc il faut retourner à des qualifications qui sont des qualifications plurielles, et on a parlé beaucoup de restes humains. On a dans le Code civil le principe d'indisponibilité du corps humain, et donc ça c'est bien connu, mais il y a aussi des choses sur les armes, qui peuvent être aussi des objets sensibles, des œuvres d'art aussi qui peuvent l'être par leur sujet ou par leur mode d'acquisition. On a des animaux, des plantes, avec la Convention CITES pour le respect de la biodiversité. Donc on a une diversité assez importante de sensibilité par donc le sujet, par la matière, par le mode d'acquisition. Et ça, c'est important. Et peut-être la seule chose dont je voulais parler plus spécialement, c'est que la sensibilité, elle est aussi peut-être à contenu variable ou à spectre variable. J'ai pensé puisqu'on a parlé des restes humains, à un arrêt de la Cour de cassation en 2010 qui a été rendu à propos d'une exposition dont vous avez entendu parler peut-être, qui est l'exposition Our Body, qui devait avoir lieu à Lyon. Et qui a été rapidement en fait fermée, puisque là on exposait donc des corps humains plastinés. Donc c'était une façon particulière de conserver le corps humain, et les corps étaient positionnés donc dans des postures de tous les jours, ou des postures sportives. Et dans cet arrêt, ce qui est assez intéressant, c'est que le problème n'était pas l'exposition des corps en soi, mais c'était deux choses. D'abord, la première chose, c'est que les corps, visiblement, ou en tout cas très certainement, étaient des corps de prisonniers chinois qui, évidemment, de leur plein gré, avaient donné leur consentement à être exposés après leur mort. On pouvait évidemment émettre des doutes sur le plein consentement. Mais surtout, ce que soulignait la Cour de cassation, c'est que l'exposition était une exposition qui était purement commerciale. Et donc, il s'agissait plus de l'agrément. Alors, je n'allais pas dire la délectation du public, hein, si je reprends des vieux termes, mais c'était véritablement un objet commercial d'amusement du public. Et c'est surtout sur cet aspect-là que l'exposition a été interdite comme contraire à l'ordre public. Donc, ce n'était pas l'exposition du corps humain elle-même, donc c'est pas du tout sur le code civil que la chose s'est faite, mais c'est vraiment sur les conditions d'organisation de l'exposition, ce qui me fait dire à contrario que si une exposition de corps placinés avait été organisée avec une intention d'éducation, une intention scientifique et un vrai parcours de médiation,
eh bien, la question ne serait sans doute pas posée dans les mêmes termes. Alors, effectivement, on l'a dit, on est en 2010, et donc dans 2010, c'était il y a 14 ans maintenant, et c'est vrai que les choses ont peut-être changé, et la réponse de la Cour de cassation aujourd'hui ne serait peut-être plus la même qu'il y a 14 ans. Donc voilà pour quelques éléments peut-être de précision par rapport à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, Géraldine. Et ce qui permet, je pense, effectivement, apporter quelques mailles d'une réflexion sur ce que tu viens de dire pour cet arrêt de la Cour de cassation. En fait, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2009. Et cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, et ça va résonner avec ce que vous disiez, la Cour d'appel de Paris nous dit que le respect n'interdit pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans différentes cultures, ce qui permet de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public. Vous voyez donc comment le juge judiciaire se positionne sur cette question de la conciliation entre l'exposition finalement possible de restes humains et la question du respect de l'ordre public. Donc, dès lors, la Cour poursuit en disant en outre, le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, s'est également élargi. Il n'est plus seulement réservé aux seuls spécialistes et savants et devient désormais accessible au grand public, de plus en plus curieux et soucieux d'accroître son niveau de connaissance. Vous voyez que l'ordre public se joue aussi dans cette question-là, c'est-à-dire que de permettre aussi au public d'accéder à un autre niveau de connaissance. Et donc là, on a effectivement, sur cette question-là, on voit que le droit n'est pas étranger aux questions qui nous traversent depuis hier. Je ne sais pas combien de temps il faudrait. 10 minutes, 10 minutes pour le public ou 10 minutes pour clore la table ronde. Alors, donc, peut-être effectivement une question quand même qui est sous-jacente sur le terrain du droit notamment, puisque en fait, dans tout système juridique, au centre, et même on pourrait dire à l'épicentre de tout système juridique, il y a un système de responsabilité. C'est-à-dire à quelles obligations sommes-nous tenus, et donc si je décale la question, à quelles obligations les responsables du musée sont-ils tenus, et comment se nouent les arbitrages finalement dans une pratique muséale et professionnelle en termes de responsabilité, c'est-à-dire qu'à la fois respecter ce que la déontologie vous dit, et puis en regard finalement de l'articulation avec ces notions de droit public. Est-ce que ce sont des questions qui vous traversent en quelque sorte? Oui, bien sûr, on réfléchit à tout ça. Encore une fois, l'idée, si on présente, en l'occurrence des restes humains, c'est pas en soi pour les présenter, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc oui, le sujet du contexte, le sujet de l'explication, et après, toute l'éthique qu'on va apporter aussi dans la présentation. Parce que ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, il y a le respect de la dignité humaine, on l'a dit, et effectivement, cette question d'éthique, quand on travaille sur des collections de restes humains, c'est central, en fait, on y pense tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, moi je dis souvent, moi j'ai des cadavres en fait. Ce sont des gens qui ont vécu, qui ont eu une vie, qui à un moment donné sont morts et se sont retrouvés là, dans cette collection. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc cette dimension éthique, elle est absolument centrale dans tous les choix qui nous animent. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. On n'est pas à l'abri de choquer certaines personnes par rapport à d'autres. Mais l'idée, c'est d'être le plus attentif, mais aussi le plus clair. Je vous donne un exemple très concret, cette exposition qu'on est en train de travailler sur notre collection de momies, donc on prépare. On a décidé de contacter toutes les communautés, justement, dont proviennent certaines de ces momies, pour avoir leur autorisation pour les présenter. Ou pas. Parce qu'en fonction des cultures, en fonction des approches, eh bien, on pourra montrer les morts, et ça fait partie des rituels. Il y a effectivement une approche différente à la mort et au corps mort, et dans d'autres cultures, c'est impensable.
Donc, on prend en compte cette diversité culturelle dont vous parliez, qui me paraît aujourd'hui extrêmement importante. Parce qu'on essaie, en tout cas, de ne blesser personne et de prendre en compte justement ces différentes sensibilités dans le travail qu'on est en train de mener. Donc, c'est pas tant la question du droit que la question de la déontologie et de l'éthique qui nous anime sur des sujets effectivement extrêmement sensibles et extrêmement mouvants. Voilà, parce que c'est ça aussi. Mais aujourd'hui, on en présente dans la galerie permanente, ça ne pose de problème à personne. Je n'ai pas de retour, par exemple, du public ou des visiteurs qui se plaignent d'avoir des squelettes ou des momies présentés dans nos collections aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a aussi ce débat que nous avons, nous, professionnels, et qui est extrêmement important à avoir. Et puis, cette réception du public qui peut être extrêmement différente aussi d'un visiteur à l'autre, finalement. Et ça, il faut aussi, quelque part, le prendre en compte, ou en tout cas ne pas l'oublier dans notre démarche. Merci beaucoup pour ces éléments. Géraldine, pour clore peut-être cette table ronde, est-ce que tu as en 7 minutes sur la question de la responsabilité? Alors, quelques éléments peut-être pour rassurer les professionnels ou les futurs professionnels des musées. En fait, comme on est entre de l'éthique et du droit, ou de la déontologie et du droit, il faut peut-être faire une différence en termes de responsabilité entre la responsabilité au sens commun du terme et la responsabilité au sens juridique du terme. Les Anglais ont deux termes différents qui sont responsibility et liability, donc c'est très pratique. Nous, on a le même mot dans les deux cas. En termes de responsabilité purement juridique et pénale, j'ai fait quelques recherches, effectivement. Il y a très très peu de choses, ou de responsabilité même civile, ou de responsabilité administrative. Je n'ai pas trouvé de sanctions pour les musées, ou de perte du label, en quelque sorte, je mets des guillemets à label, Musée de France, si on ne respecte pas ces obligations déontologiques. Pour les responsables des musées, je n'ai pas trouvé non plus de sanctions disciplinaires en la matière. J'ai trouvé des sanctions au manquement de devoir de réserve. J'ai trouvé aussi une agente qui avait été considérée comme sans gêne et au langage fleuri, ou d'un régisseur de musée qui était parti en congé sans veiller à encadrer un tournage, mais rien qui ne concerne nos préoccupations ici. Il peut y avoir des sanctions pénales dans certains cas, mais qui sont extrêmement graves, comme le vol, l'escroquerie, mais pas pour l'exposition d'œuvres qui seraient contraires à la dignité humaine. Donc, de ce point de vue purement juridique, et donc si on prend ce terme de liability, il n'y a pas encore eu, en tout cas, d'exemple de responsabilité, qu'elle soit civile, pénale ou administrative. En revanche, je pense que la vraie question est celle de la responsibility, et ça a été très bien exposé, notamment pour la question du musée de l'homme et des momies. C'est effectivement la question de cette responsabilité à l'égard du public qui, à mon avis, est essentielle, de veiller à ne pas heurter le public dans sa sensibilité ou dans ses sensibilités, puisqu'effectivement il y a cette diversité dont il était question. Donc je pense que la démarche des musées aujourd'hui de se poser des questions, et je pense que c'est déjà essentiel de se poser des questions et d'expliquer effectivement cette démarche scientifique, elle est à mon sens essentielle, et elle permet de répondre à cette question de la responsabilité du musée dans sa mission d'exposition au public. Donc voilà, les professionnels peuvent être rassurés, ils ne vont pas aller en prison directement parce qu'ils exposent des biens qui sont sensibles. Merci beaucoup, Géraldine, pour ces mots de conclusion de nos interventions. Donc, peut-être 10 minutes ou un quart d'heure pour donner la parole au public avant d'écouter Henri Mousseau. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Laurent Védrine, directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux. En fait, par rapport à cette table ronde, j'étais un petit peu surpris parce que vous avez très peu évoqué les lois
qui sont en train de se mettre en place ou qui sont mises en place en fait en France, à la fois concernant donc, tout ce qui est lié aux spoliations, la question aussi donc, des restes humains, la question aussi des restitutions, avec cette loi qui est reportée parce que c'est un des éléments qui, à mon avis, sont un cadre qui va être très important par rapport à la question des objets sensibles. Vous évoquiez aussi, Madame Goffo, le fait que sur la question des objets sensibles, il n'y a pas vraiment de dispositifs législatifs en fait, qui définissent ou qui sont liés directement à ça. En revanche, c'est vrai que durant ces 2 jours ou cette journée nuit, on a beaucoup parlé à la fois de la question du droit, à la fois aussi la question de la responsabilité. On en a encore reparlé maintenant. C'est vrai que dans l'introduction de Charles Persina était évoqué aussi par rapport à des garde-fous qui existaient pour les professionnels du musée, la question de la connaissance, la question de la confiance et la question aussi du droit. Et moi, je serais très intéressé en tant que professionnel du musée, peut-être à l'issue de cette journée de nuit, d'avoir une sorte de petite boîte à outils, malgré tout, parce que notamment hier a été évoquée la question d'une gestion de crise pour donc, le palais de Tokyo, par rapport à des articles de loi sur lesquels en fait il y a eu des attaques et puis aussi il y a eu des réponses. Donc concernant la liberté d'expression, concernant aussi l'atteinte qu'il peut y avoir notamment par rapport aux enfants, par rapport aux images, il y a quand même 2-3 lois ou articles de loi qui peuvent être vraiment intéressants pour nous. Concernant, excusez-moi, parce que la table ronde était passionnante, je n'ai pas envie de monopoliser la parole, mais vous avez évoqué notamment, Madame, aussi la question de Kigali et des débats qu'il y a eu finalement en fait, de cette non-inscription, si j'ai bien compris. Non, si, c'était inscrit. Ah, c'est inscrit, d'accord, parce que je me disais… Très récemment. D'accord, très récemment, je pense notamment aussi au patrimoine relatif à l'histoire, à la mémoire de l'esclavage, et je me disais pourquoi à ce moment-là, en fait, ça n'était pas inscrit. Et dernière chose, qui a un petit retour d'expérience, en fait, notamment par rapport à la question de la présentation des restes humains. On prépare une expo là, sur l'Égypte hellénistique pour le mois de juin, avec une momie qui sera présentée, mais dans une salle à part. Donc voilà, avec un avertissement. Mais en tout cas, il y aura la possibilité d'avoir. Et on a aussi, et Vincent Negri a participé à ces échanges, aussi la question de la réanimation de Michel de Montaigne, du présumé Michel de Montaigne, donc dans les sous-sols du musée, avec ces questions aussi à la fois d'accessibilité, de conservation, et puis de montrer ou pas montrer donc, ces restes humains. Merci. Peut-être effectivement, c'est un point, je comprends effectivement que il y a une forme de frustration sur la question des restitutions, notamment les 3 lois, enfin les 2 lois et celle annoncée. Je pense que c'est un sujet en soi, en quelque sorte. Hein. C'est vrai que, donc, aujourd'hui, la question qui nous, de ces journées, c'était exposer les objets sensibles. Donc, peut-être, effectivement, sera-t-il temps, dans un moment à venir, de poser la question de restituer les objets sensibles. Et peut-être une autre question. Oui, pardon. Alors, moi, juste un mot sur les restitutions de restes humains, parce que je suis en plein dedans. Hein. Je suis concernée par plusieurs dossiers avec les collections du Musée de l'Homme. Moi, je suis ravie que la loi ait enfin pu être votée, parce qu'en fait, ça nous donne un cadre juridique. C'est-à-dire que la première restitution au Musée de l'Homme, c'est 2002. C'était le corps de Sarah Bartman, plus connu sous le nom de Vénus Odentos. C'est 2002, sauf que à ce moment-là, il n'y avait pas de cadre juridique, donc ça a été extrêmement compliqué. Aujourd'hui, nous traitons au Musée de l'Homme plusieurs demandes de restitution et le cadre juridique qui a été voté donc, le 26 décembre dernier nous permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus sereinement en fait sur ces sujets-là. Donc il y avait un besoin, en tout cas, voilà, moi je parle de mon expérience sur les restes humains, en tout cas concernée par les 2 autres, c'est fondamental en fait d'avoir ce cadre pour aider les professionnels de musée aussi à mieux travailler sur ces collections. Et la loi ne fait pas tout, puisque aujourd'hui c'est bien, on a ce cadre juridique, ça nous permet d'avancer plus sereinement. Aujourd'hui, ce qui nous manque, vous êtes des futurs professionnels de musée, donc je pense que c'est important de le savoir, c'est les moyens pour travailler sur nos collections. Ce que je vous disais, j'ai 0,5% des collections de restes humains qui ont un patronyme.
comment je fais pour restituer des collections si je ne sais pas ce que c'est? Donc, le vrai sujet aujourd'hui, maintenant que la loi est passée, c'est les moyens qu'on va avoir pour, en fait, travailler sur ces collections, travailler sur les archives. Donc, c'est bien parce qu'il y a maintenant des formations qui se mettent en place pour ça, mais on est qu'au début de l'histoire. Je pense que ça va prendre énormément de temps pour y arriver, mais encore une fois, c'est très bien qu'on puisse avoir ce cadre juridique qui nous aide énormément. Oui. Je voulais juste compléter peut-être la réponse en disant que j'ai été très rapide sur la présentation des différents textes applicables. Pour cette fameuse boîte à outils, je pense que ce serait intéressant de proposer un sujet aux élèves du master provenance, puisque je sais qu'il y a une boîte à suggestions pour les sujets. Je pense que ça pourrait être un très beau sujet. Et en attendant, pour combler la frustration, les actes du colloque éthique et patrimoine culturel ont été publiés chez l'Harmattan dans la collection Droit du patrimoine culturel et naturel. Je touche 0 droit d'auteur, donc j'ai le droit de le dire. Et donc, vous y trouverez des éléments peut-être intéressants sur ces questions-là. Oui, Philippe. Oui, merci beaucoup. Je voulais me permettre peut-être juste une remarque aussi pour rebondir sur ce que disait Laurent. Je crois que merci beaucoup. L'échange était passionnant. Bien sûr, aujourd'hui, le droit dur n'encadre pas, je crois, tous les domaines qu'on a évoqués. Vous l'avez très bien dit, hein, vous avez maintenant une loi à votre disposition. Peut-être dans la boîte à outils, si je peux me permettre, je pense que ce qu'il faut juste retenir, c'est que les institutions culturelles, elles sont quand même dans le champ du droit dur aussi. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je voudrais revenir d'un mot sur la décision du Conseil d'État qui a été évoquée hier à propos de l'affaire Myriam Khan. Si le Conseil d'État décide de ne pas demander au Palais de Tokyo de décrocher l'œuvre, c'est parce qu'il y a eu des mesures de médiation. Mais quand il juge, il compare deux libertés fondamentales, c'est la liberté d'expression et sa cousine germaine, voire sa petite sœur, c'est la liberté de création, qui sont en fait deux notions qui sont extrêmement proches en droit, en tout cas en droit français, et l'atteinte à la dignité humaine représentée par ce tableau. Donc, quand vous lisez, je vous conseille, en tant que futur professionnel aussi, parce que ce n'est pas très difficile, c'est en ligne, lisez cette décision et vous verrez que c'est au terme d'un raisonnement où le juge des référés du Conseil d'État dit bon, il y a eu des mesures de médiation, ils ont pris des précautions, etc. Donc, je constate que tout ça ayant été fait, on ne va pas faire droit à la requête disant qu'il faut décrocher le tableau, mais au contraire, si ces mesures n'avaient pas été prises, cette décision aurait frappé cette institution. Donc, je pense que juste, peut-être, ce qu'il faut retenir pour des futurs professionnels, et je veux dire qu'avec mon éminent voisin Henri Rousseau, que ce soit pour le musée mémorial du terrorisme et pour la maison du Saint-Presse, on est particulièrement concernés par ces questions qui vont se poser à nous, c'est qu'il faut quand même se poser aussi la question du droit dur. Nous ne sommes pas... d'une certaine manière, je dirais, comme l'université, on n'est pas dans un lieu, dans les espaces culturels, où on échapperait, bien sûr, il y a une dimension scientifique, il y a tout ça, c'est vrai, mais on est des lieux du droit commun. Et comme responsable d'établissement, vous êtes aussi garant ou garante de l'ordre public. S'il y a une atteinte à l'ordre public dans vos lieux et que vous n'avez pas pris les précautions nécessaires, que vous n'avez pas suffisamment anticipé, peut-être que cette page blanche qu'a rappelé Mme le professeur Beaufort sur la jurisprudence en termes de responsabilité, elle pourrait peut-être s'ouvrir. Donc, je ne veux pas terminer sur une note un peu trop grave, mais je voudrais juste dire que peut-être l'idée à retenir, c'est d'avoir ce petit réflexe professionnel quand on va être amené à exposer dans ce grand spectre des objets sensibles qu'on a essayé de dessiner depuis 2 jours, c'est de se dire, jetons quand même un coup d'œil au droit. Si vous travaillez dans des collectivités territoriales ou même dans l'État, il y a des conseils juridiques, ça existe. On a des marchés au ministère de la Culture avec les avocats, etc. Les établissements publics en ont. Quand vous avez un doute, peut-être juste se dire, vous n'êtes pas censé être des spécialistes de tout ça, mais avoir peut-être juste ce réflexe-là. Voilà, c'est juste pareil. Dominique. Oui, dans cette ordre d'idée, je voulais juste aussi mentionner qu'il y a un travail en cours là, à la demande de la DGPA. D'ailleurs, Vincent Negri y participe, ainsi que Marie Cornu, donc
pour représenter les juristes sur la thématique des patrimoines contestés. Alors, c'est un sujet connexe, évidemment. S'ils sont contestés, c'est qu'il y a une sensibilité. Et dont le but, c'est aussi justement de faire des propositions à la fois d'ordre général, mais aussi assez pratiques pour traiter en fait ces situations-là. Et évidemment, il s'agit de prendre en compte à la fois l'outillage juridique dont on dispose, mais aussi d'autres questions qui sont liées aussi à la gestion finalement des dynamiques sociales qui sont en jeu en fait dans ces situations de contestation. Donc on a besoin d'ailleurs, et je rebondis là sur l'idée éventuellement que ça puisse déboucher aussi sur une poursuite, un approfondissement de ce travail dans le cadre du master de l'école du Louvre. Ça serait tout à fait magnifique. Y aurait-il une dernière question avant que nous libérions l'estrade? Merci beaucoup pour cette table ronde. Une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur l'exposition des momies et sur ces questionnements des communautés. Quelle limite sur les questions des paroles, des postures des institutions par rapport à des expertises extérieures? Comment vous envisagez justement les réponses des communautés si jamais elles vous disent qu'elles ne veulent pas qu'elles soient visibles à la vue de tous? Est-ce que vous vous êtes dit on va respecter à la lettre leur demande, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez discuter voilà, aussi en fonction des réponses pour trouver... Non, mais c'est aussi ça, une forme d'éthique aussi, voilà, parce que quand c'est une communauté, je sais pas moi, qui va... C'est une réalité aussi de qu'est-ce qu'on offre à un public qui est le nôtre et qu'est-ce qui correspond à une demande extérieure. Est-ce qu'on fait les deux choses se correspondent exactement, ou est-ce qu'on aménage quelque chose dans un entre-deux? On revient toujours à la médiation, à comment on explique notre démarche à nos visiteurs, en fait. Exemple très concret, on voulait présenter une momie de Chinchorro. Les Chinchorros ne veulent pas présenter le corps, mais ils ne veulent même pas l'image. Donc, par exemple, on s'est posé la question de dire, et finalement, peut-être qu'on pourrait montrer l'image, pas le corps en lui-même. Ils ne souhaitent pas. Donc, nous allons respecter leur volonté de ne pas présenter, mais par contre, nous allons tout de même en parler et nous allons inventer d'autres dispositifs de médiation pour parler de cette pratique funéraire dans cette communauté-là, mais sans montrer de corps et sans même montrer de photos de corps. Voilà, nous allons jusque-là, puisqu'ils nous ont clairement dit qu'ils ne souhaitaient pas apparaître ainsi. Il n'y a pas de problème pour qu'on parle de la culture, et puisque c'est vraiment, il y a des rituels funéraires associés, donc pour qu'on parle de ça, on l'intègre dans le parcours de l'exposition, mais on ne les montrera pas. Donc voilà très concrètement comment on dialogue aujourd'hui avec les communautés. Donc c'est du cas par cas, c'est de l'écoute, c'est du dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi notre rôle dans le musée d'être dans cette écoute, en fait. Je pense qu'il n'y a pas qu'un savoir descendant, mais qu'au contraire, ces sensibilités-là peuvent s'exprimer différemment et ne nous empêchent en rien, je l'ai aussi entendu parfois, ne nous empêchent en rien de faire des projets, et des projets construits, complets, en tenant compte de ces sensibilités-là. Voilà. Merci. Donc, ce sera le mot de la fin pour cette question, et je pense que ça